Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Manuel Valls, bonjour. Bonjour Frédéric Azoulay. Alors, à 63 jours de la présidentielle, la course à l'Élysée continue à s'accélérer, en tout cas à l'extrême droite, avec ce duel à distance hier, ce choc des meetings entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alors, vous publiez Manuel Valls, Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire. En quoi est-il plus dangereux que la candidate du Rassemblement national dans ce contexte de campagne sous Covid? Sur quel thème va se jouer la présidentielle? Est-ce qu'elle va se jouer sur le social, sur le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité ou l'immigration? Et puis quel doit être le message du candidat Macron? Pourquoi lui faire confiance 5 ans de plus? Et quid aussi de l'avenir de la gauche? Vous venez du Parti Socialiste. Le PS peut-il survivre au fiasco annoncé pour Anne Hidalgo à la présidentielle? Mais pour commencer, la crise ukrainienne. L'Europe, c'est la paix, disait Simone Veil et les présidents de la République, tous les présidents de la République depuis François Mitterrand. Est-ce que nous sommes au bord de la guerre en Ukraine, Manuel Valls? Oui, l'Europe, c'est la paix depuis, en tout cas, plus de 70 ans. Et au fond, il faut poser une question à Vladimir Poutine. Et j'imagine que c'est le sens du déplacement d'Emmanuel Macron en Russie lundi et mardi en Ukraine. Que veut Vladimir Poutine? La guerre? La paix? Que demande-t-il aux Européens? Que veulent les Européens vis-à-vis de la Russie? Quel ordre faut-il bâtir pour permettre précisément la sortie des tensions et des conflits? Il est là le débat et il faut répondre à ces questions. Et moi, je veux saluer l'initiative du président de la République parce que je crois que c'est important que le dialogue se poursuive pour une désescalade et au niveau d'abord des Européens. Et la Russie fait partie de notre espace européen. Alors justement, est-ce que Emmanuel Macron peut repartir de Moscou et de Kiev sans avoir obtenu au moins un signal de désescalade? Et quel pourrait être ce signal? Nous verrons bien, mais il faut tenter. Pendant plusieurs semaines, on a souligné l'absence de l'Europe, comme si elle était muette face au dialogue qui avait un côté guerre froide, Yalta, entre Biden et Poutine, entre les États-Unis et la Russie. Et d'ailleurs, on reprochait, y compris Emmanuel Macron, à tort me semble-t-il, de ne pas prendre des initiatives. Maintenant, il prend une initiative. Elle est importante, à la fois bien sûr comme président de l'Union européenne, mais surtout comme président de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui en plus a toujours une relation particulière avec la Russie. On ne va pas régler les choses en 2 jours, mais le dialogue est important et notamment pour bien marquer les choses. Il ne peut pas y avoir, évidemment, d'invasion de la Russie, mais comment de l'Ukraine, de la part de la Russie, mais comment, surtout, on trouve une solution pour les républiques russophones, notamment le Donbass, parce que c'est là où se situe le conflit. Le nœud du conflit. L'Ukraine, est-ce qu'elle a sa place au sein de l'OTAN? Parce que le problème vient aussi de là. Mais la France et l'Allemagne, ces dernières années, par les voix des différents présidents de la République, ont toujours dit non, parce que nous intégrons l'espace européen, les préoccupations des Russes, l'histoire tout simplement. En revanche, il ne peut pas y avoir un chantage, une pression de la part de la Russie, par exemple sur la volonté qui serait celle de la Finlande ou de la Suède de rentrer dans l'OTAN, sur le fait que des pays devraient sortir de l'Alliance Atlantique, je pense aux pays baltes, à la Bulgarie ou à la Roumanie. Ça n'est pas négociable. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est tout à fait essentiel, qui pèse bien sûr sans doute sur la Russie, mais c'est la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc soviétique, dont l'un des premiers éléments a été le vote des Ukrainiens pour leur indépendance. Alors on constate d'ailleurs dans le cadre de cette crise un rapprochement entre la Russie et la Chine. Cette crise Russie-Ukraine peut-elle déboucher sur un nouvel axe Moscou-Pékin? Mais c'est déjà en partie le cas. Regardez les grandes démonstrations de force des 2 armées. Il y a souvent des exercices communs entre Chinois et Russes. On voit bien aussi les rencontres, les réunions entre Russes, Chinois, Iraniens et Turcs. Bon, donc c'est fait partie de ce monde. Mais il y a une part de la Russie qui est en Europe. D'où le dialogue nécessaire. Écoutez, Nicolas Sarkozy sur l'affaire géorgienne, quand la Russie était entrée dans des territoires géorgiens, ou François Hollande, au moment de la précédente crise ukrainienne, ce qu'on a appelé le format de Normandie, avec les Allemands, les Ukrainiens, les Russes et la France, ou les accords de Minsk. Ce dialogue, il est indispensable. Et là, l'Europe, et notamment la France, ont un rôle à jouer. Au passage, vous en parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure. Est-ce que les critiques des Républicains, du Parti des Républicains, de ses dirigeants, considérant que le président Macron a été absent de la scène internationale depuis 5 ans,
et a trop négligé, ou aurait trop négligé les relations de la France avec la Russie. Est-ce que ces critiques sont recevables? Est-ce qu'elles sont justes? Les critiques contre l'action diplomatique de la France, d'autant que la situation est délicate et que nous présidons l'Union européenne, sont malvenues. Elles sont malvenues. J'y reviens. Soit la France est absente et on la critique, soit le président de la République agit et c'est son rôle. Alors il le ferait, je mets des guillemets, pour des raisons électorales. Donc d'abord, il faut choisir. Oui, c'est juste ou pas de dire ça? Est-ce que c'est le déplacement du président de la République, c'est un déplacement électoral? Les préoccupations dues aux exercices militaires et au fait que la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne, ça n'est pas lié à la campagne électorale. Donc il faut agir dans ce moment-là. Il faut d'autant plus agir que nous ne pouvons pas être, encore une fois, à la remorque du dialogue entre Russes et Américains, que nous ne pouvons pas être à la remorque de la diplomatie américaine. Donc il faut agir. C'est le rôle du président de la République. C'est le rôle du tout président de la République. Et moi, quand j'étais dans l'opposition, je ne critiquais pas Nicolas Sarkozy sur l'Afghanistan, sur la Géorgie ou sur la Libye, parce que je suis un patriote et parce que dans ces moments-là, il faut dépasser les clivages traditionnels. Donc non. Là, et il y a d'ailleurs, trop souvent, d'ailleurs on le voit ici, ça existe à gauche comme à droite, une forme d'inclinaison vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine qui empêche parfois Poutine, et donc il ne faut pas qu'on patine quand on en parle vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc il faut être attentif à ce que cette inclinaison ne nous enlève pas la capacité de jugement et notamment de soutenir l'action de la France quand elle est utile. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Un certain nombre de leaders de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche sont dans une ambiguïté vis-à-vis du régime de Poutine. François Fillon, d'ailleurs, s'est ainsi mis au service de l'industrie gazière et pétrolière des oligarques russes proches de Poutine. Est-ce que cela peut gêner la diplomatie française aujourd'hui qui tente d'apaiser la crise ukrainienne, mais aussi est-ce que cela peut gêner la définition de la politique énergétique européenne? Je ne le crois pas. Regardons de près. Il y a en Europe des dirigeants, d'anciens dirigeants plutôt, qui ont occupé de grandes responsabilités, et cela pose d'abord, et si on est objectif, plutôt un problème à l'Allemagne, à travers, par exemple, la place de Gerhard Schröder au sein de Gazprom, notamment pour ce qui concerne l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, parce que c'est là où l'enjeu stratégique se situe. Donc, il y a des choix qui sont faits par d'anciens chefs de gouvernement, mais je ne pense pas que cela gêne ou cela doive gêner l'action diplomatique, l'action de la France. Ce qui est vrai, c'est que notamment dans la droite extrême ou dans l'extrême droite européenne, il y a un penchant vers Poutine, c'est-à-dire vers un discours fort, puissant, sur ce qu'on appelle ces démocraties libérales ou ces démocratures, c'est-à-dire où la démocratie, honnêtement, a peu de place. Mais en effet, et on retrouve d'ailleurs, vous m'avez pas posé cette question, mais chez Éric Zemmour et Marine Le Pen, le même penchant, le même rapport d'ailleurs avec Viktor Orban, qui est un des alliés. Alors on peut le comprendre pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, mais enfin pour des raisons idéologiques. Voilà. Pour des raisons idéologiques d'abord et d'intérêt, il y a ce rapport avec Viktor Orban qui est le principal allié de Vladimir Poutine dans l'Union européenne. Est-ce que vous demandez à Le Pen, à Zemmour, à Jean-Luc Mélenchon aussi, et à certains dirigeants de LR, de clarifier leur position vis-à-vis de Poutine? Je leur demande rien de particulier, en tout cas je le souligne. Une chose est de réclamer, je viens de le faire à votre micro, le nécessaire dialogue avec Vladimir Poutine, le fait de ne pas être entraîné par la diplomatie américaine qui a ses propres objectifs. Il faut jamais oublier que la stratégie de la diplomatie américaine, ce n'est pas que la Russie, c'est derrière évidemment l'enjeu de la Chine. Donc nous avons, nous Européens, à définir, ça n'est pas facile, nos propres intérêts stratégiques. Donc la France a, de ce point de vue-là, par son histoire et son indépendance, elle a sa propre stratégie et a entraîné l'Europe dans une stratégie qui est une stratégie propre aux Européens de défense de ses intérêts diplomatiques, démocratique et bien sûr aussi économique quand nous parlons d'énergie. Alors vous êtes un passionné d'histoire, je ne me trompe pas, hein? Vous avez bien raison. Vous avez gouverné, alors à quoi sert l'histoire lorsque l'on gouverne aujourd'hui, notamment, et on parle d'actualité, lorsqu'on affronte une pandémie depuis 2 ans, en France, en Europe et dans le monde? La France est un grand et vieux pays, pétri de culture et d'histoire. Son peuple est passionné par
l'histoire. L'histoire est toujours un enjeu. La mémoire est un enjeu, bien évidemment. La République, elle s'est bâtie aussi avec sa propre vision de l'histoire. Il suffit de regarder les textes de Michelet ou de Lavis. Mais elle nous apprend aussi beaucoup de ce que nous sommes. Elle ne se répète pas, mais elle balbutie selon la formule. Donc, il faut manier l'histoire toujours avec beaucoup de précautions. Et puis, dans l'histoire, il y a les interprétations. Mais ensuite, il y a des faits. Il y a la réalité. Donc, face à ces faits et à ces réalités, il y a toujours des révisionnistes. C'est-à-dire, au fond, ceux qui mettent en cause les faits et la réalité pour leur propre projet politique et détournent la vision de l'histoire pour leurs propres objectifs politiques ou idéologiques. On va reparler des révisionnistes dans le cadre de cette campagne présidentielle, mais qu'est-ce que l'histoire va retenir de cette pandémie du Covid ? Je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer ? Je pense que les effets sociologiques, anthropologiques, nous ne les avons pas encore. On connaît les effets économiques et de ce point de vue-là, la réponse de la France et en général de l'Europe a été à la hauteur. Rappelez-vous de ce qu'on disait au début de la pandémie, que l'Europe avait abdiqué, que le monde était désormais dominé plus que jamais par l'Asie. Puis à la fin, 2 ans après, malgré tout, c'est l'espace européen qui a le plus protégé ses citoyens grâce au vaccin et l'économie grâce à des aides massive au niveau de l'Union européenne ou de chacun des États. Mais c'est vrai que du point de vue anthropologique, on n'a jamais connu cela. Tout le monde, c'est un des effets de la globalisation d'ailleurs que renforce cette pandémie, le monde agit de la même manière. Confinement, gestes barrières, masques, débat sur la mise en cause des libertés. Alors chaque pays avec sa propre culture et son histoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que nous devons être davantage autonomes, indépendants concernant notamment les vaccins, la santé, les vaccins, mais aussi, on l'a bien vu, les batteries, les semi-conducteurs, pour ne pas dépendre quand il y a une reprise économique d'autres pays ou d'autres continents. L'inauguration, par exemple, de grandes usines dans le nord de la France, à Dunkerque, autour de la construction de batteries, est, me semble-t-il, très importante parce qu'elle fait partie, en effet, de cette nécessaire autonomie pour pas dépendre de Taïwan, par exemple. Donc, c'était il y a quelques jours, l'inauguration par Emmanuel Macron. Au passage, vous parlez de vaccins, d'épidémie, de ces critiques. Quand vous constatez que des leaders politiques comme Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan, qui manifestent depuis des mois contre le vaccin, contre les passes, ainsi de suite, et désormais donc contre le pass vaccinal, est-ce que vous dites que, comme Robert Ménard, il l'a dit il y a 15 jours sur Radio J, qu'ils ont des morts sur la conscience, ces gens-là ? Retrouver maintenant Robert Ménard comme référence, c'est un en tout cas, c'est le premier à l'avoir dit. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je fais attention parce que précisément, il y a eu beaucoup de morts depuis le début. Vous m'interrogez il y a quelques secondes sur les effets de cette pandémie. Il y a eu notamment une vraie rupture de génération, une rupture avec nos aînés. Tous ces Français qui n'ont pas pu aller visiter leurs parents ou leurs grands-parents dans les EHPAD, dans les résidences. Il y a quelque chose là qui s'est passé. Et les premières victimes en nombre ont été évidemment, pour des raisons que l'on peut parfaitement imaginer, les personnes âgées. Mais en tout cas, ceux qui aujourd'hui, alors que l'on sait que le vaccin protège, profèrent toujours des thèses complotistes, mènent campagne d'une manière ou d'une autre, au fond, contre le vaccin et sur la nécessité de se protéger, sont des irresponsables. Irresponsables. Sujet plus responsable, on va dire. Le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français. La hausse de la croissance de 7% en 2021, est-ce qu'elle peut permettre d'augmenter les salaires en 2022 ? Et on fait comment pour les augmenter ? Non, mais c'est incontournable. C'est dans les entreprises, d'abord. Ouais. Donc ça dépend pas d'État, ça dépend. Il faut réunir, il faudra le réunir après l'élection présidentielle, une grande conférence sociale. Mais il faut d'abord qu'au niveau interprofessionnel, dans chaque branche professionnelle, dans les entreprises, il y a plusieurs secteurs. Donc la restauration, par exemple, mais dans la coiffure aussi, il faut avancer, oui, depuis des années. Donc ça ne dépend pas d'État, ça dépend des patrons. L'État, le gouvernement... C'est pas l'État, en gros, c'est pas l'État qui doit financer. Non, bien évidemment. Ça dépend des marges, d'abord, qui existent dans les entreprises, mais il y en a, mais y compris parce que vous avez aujourd'hui, d'abord, d'un côté, une très forte inflation, notamment, pas seulement, mais liée au prix de l'énergie, et puis, de l'autre côté,
vous avez des gens qui n'y arrivent pas avec les salaires qu'ils ont. Et puis il y a des marges. Bon, donc alors que les entreprises ont été aidées par l'État à surmonter donc par l'État, c'est-à-dire par nous, par les Français, à surmonter cette crise. Oui, il faut des négociations dans les branches, dans les entreprises, pour une augmentation significative. Significative, ça veut dire quoi? Des salaires. Comme en Allemagne, le SMIC qui augmente de... Mais c'est pas seulement le SMIC. Oui, mais quand on augmente le SMIC, tous les salaires... Oui, encore que ça peut avoir un effet négatif. Mais en tout cas, il faut une augmentation. On le voit bien aujourd'hui, elle peut être de 7, de 10, de 14%. Mélenchon qui dit le SMIC avec 1400 euros. Mais tout le débat ne peut pas être que sur... Valérie Pécresse, 3 et 10% d'augmentation des salaires. Ça veut bien dire que tous les candidats, et c'est une bonne chose, intègrent la nécessité d'augmenter les salaires, d'autant plus que comme il y a plusieurs secteurs qui manquent de main-d'œuvre, il y a une concurrence qui existe. D'ailleurs, les salariés sont, de ce point de vue-là, très intelligents. Ils sont très pragmatiques. Ils voient bien qu'il y a dans des secteurs, vous et moi, quand on discute avec les restaurateurs, ils vous disent, on manque de main-d'œuvre, pas seulement parce qu'il y a les effets du Covid et d'Omicron, mais parce qu'il y a aussi une concurrence et parce qu'il y a des boîtes, il y a des restaurants, il y a des cafés qui payent mieux leurs salariés qui travaillent par ailleurs dans des conditions particulièrement difficiles. Et alors, donc cette augmentation des salaires qu'il faut gérer évidemment avec méthode et avec intelligence, en tenant compte de l'économie et de chacune des entreprises, elle est inévitable. Inévitable. Qu'est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron de dire, de proposer, de promettre pendant la campagne, en ce qui concerne l'augmentation des salaires? Mais que ça dépend d'abord des entreprises et des partenaires sociaux. Et donc, le patronat, comme les syndicats, sont tous attentifs à cette demande de la part des salariés et ils n'y couperont pas. En l'occurrence, du côté du patronat, on n'y coupera pas. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une reprise puissante, il faut s'en réjouir quand même. Alors certes, il y a en partie un rebond. On était descendu à moins 8%, donc aujourd'hui, ou moins 7%. Aujourd'hui, il y a une augmentation. Le chômage baisse. Tant mieux. Il y a un manque de main-d'œuvre. Il y a des secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Donc ça veut bien dire qu'il faut créer de l'emploi. Ça veut dire qu'on a besoin de formation, de qualification, de formation continue, d'apprentissage. Mais derrière ça, il y a aussi de la précarité. Il y a aussi beaucoup de gens, on l'a vu ces dernières années avec plusieurs phénomènes, notamment celui des gilets jaunes, qui n'y arrivent pas à payer leur électricité, leur gaz, l'essence de leur voiture. Même s'ils travaillent. Même et surtout s'ils travaillent. Donc c'est ce qu'on appelait depuis des années les travailleurs pauvres. Et c'est là, donc, pauvreté, précarité. Donc, je pense que l'un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle et des années qui viennent, c'est celui du sentiment d'injustice. Or, il y a une passion dans ce pays, qui est la passion d'égalité. On ne peut pas vivre avec de tels écarts de revenus. Et comme on voit que pendant la crise, des entreprises ont gagné beaucoup d'argent, et pas seulement celles du CAC 40, eh bien, ça veut dire qu'il faut tout faire pour réduire ces inégalités et qu'il faut davantage aider le travail par rapport au capital et taxer davantage la rente. Donc là, il y a des choix à faire, y compris s'il y avait un conseil à donner pour le président de la République sortant quand il sera candidat. Alors le déclinisme est l'un des thèmes de campagne mis en avant par une partie des oppositions. Est-ce qu'on peut faire de la politique? Est-ce qu'on peut mener une campagne lorsque l'on pense que c'était mieux avant? C'est vieux comme le monde. Vous l'avez déjà dit, ça? C'était mieux avant? Parfois, chacun d'entre nous peut être tenté par nostalgique. Oui, mais d'abord, il y a un courant décliniste qui existe dans notre pays, notamment depuis la fin du 19e siècle, après la perte de l'Alsace-Moselle, après la défaite de 1870. C'est un courant, puis qui s'inscrit, y compris dans des grands auteurs et dans des responsables politiques depuis très longtemps. Qui s'appuie aujourd'hui, c'est un sentiment plus général et plus diffus, de sentiment de déclassement pour la France et pour l'Europe, je le disais il y a un instant, dans le monde que nous connaissons, et aussi dans un déclassement social, avec en plus parfois des contradictions. Vous interrogez les Français qui vont plutôt bien sur le plan individuel, mais qui sont plutôt pessimistes sur le plan collectif. Moi, je suis de ceux qui continuent de dire que ce pays de 67-68 millions d'habitants, la France, est extraordinaire, que nous sommes toujours la 5e puissance économique du monde. Vous qui venez d'Espagne. La 2e de l'Union européenne, moi qui suis français et qui ai exercé surtout des responsabilités françaises. Mais comme j'ai été en effet en Espagne pendant 2 ans et demi, on voit là les différences. La puissance de la France qui lui permet de soutenir son économie
économie, son industrie, ses commerces, des secteurs entiers qui auraient été engloutis par la crise pandémique. Nous sommes un pays qui parle au monde. Enfin, c'est quand même Emmanuel Macron qui va discuter avec les présidents russes et ukrainiens. Nous sommes une langue, le français, qui est parlée par des dizaines de millions de Français. Nous avons une culture qui rayonne. Donc moi, j'en ai assez de ce déclinisme. Et puis regardons en matière de santé, d'espérance de vie, pas seulement la France, l'Europe, le monde. Emmanuel Macron va en Russie. C'est un pays qui a perdu 1 million d'habitants, où l'espérance de vie régresse. C'est pas le cas chez nous. Alors, même si nous avons évidemment des défis et des problèmes. Donc il y en a assez de ce déclinisme. Il faut évidemment régler les problèmes qui sont les nôtres, mais pas pour autant cette idée, la France va mal, la France va disparaître. C'est faux. C'est faux, bien évidemment. Alors, est-ce que la société aussi est obsédée par la question de l'altérité, de l'immigration et du grand remplacement ? Je ne sais pas si elle est obsédée. En tout cas, ces thèmes sont très présents. Vous en parlez aussi dans votre notre vie, mais bien évidemment. Et on ne peut pas les esquiver. Parce que si on les esquive, si on ne les traite pas, eh bien alors on laisse la place aux démagogues, aux populistes, à ceux qui, en permanence, expliquent que c'est à cause des immigrés qu'il y a l'insécurité, que c'est à cause des étrangers que notre pays est en déclin. Donc ça veut dire qu'il faut traiter ces questions avec nos valeurs, avec méthode et de manière rationnelle. D'ailleurs, au début des années 2000, même un peu avant les années 2000, vous disiez qu'il faut parler de sécurité. Quand vous étiez dirigeant du Parti Socialiste, proche de Lionel Jospin et avant Michel Rocard. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut parler d'immigration. Mais oui, bien évidemment. Il faut parler de sécurité parce que ce sont toujours les plus faibles et les plus fragiles de notre société qui sont les premières victimes de l'insécurité. Les ouvriers qui habitent dans les quartiers populaires, les femmes qui sont victimes de la violence, les jeunes qui sont victimes du racket et des trafics de drogue. Ça se passe d'abord dans ces quartiers. Parce que j'étais élu et parce que je vivais dans ces quartiers, je portais évidemment ce message. Et de la même manière, j'avais dénoncé ce que j'avais appelé un apartheid territorial, social, ethnique et religieux. On vous l'a beaucoup reproché. Hein. À tort, parce que quand on forme... Vous le dites toujours d'ailleurs, il y a un apartheid territorial dans ces quartiers, dans certaines banlieues. Mais c'est ça qui crée ce sentiment que dans des quartiers ou dans des territoires, voire dans des départements, eh bien, parfois, nos compatriotes français, ou pour d'autres raisons, les Français juifs, quittent ces quartiers parce qu'ils sont victimes de la violence, du racisme, de l'antisémitisme. D'une certaine manière, ils nous le disent. Ils se sentent plus chez eux. Donc, la question derrière est la question de la répartition des populations, non pas la mixité sociale. C'est un terme qui ne veut plus rien dire, mais de politique de peuplement et donc d'habitat qui doivent radicalement changer. Alors, quand on entend Éric Zemmour, on se dit justement qu'il considère que c'était mieux avant. Que vous inspire sa campagne et ses thèmes de campagne autour de la théorie du grand remplacement, de la réhabilitation de Pétain et même de la mise en cause de l'innocence de Dreyfus? Il y a plusieurs choses. Je l'ai déjà dit, je le dis dans ce livre que j'ai eu la gentillesse pour nos auditeurs. À la fois, Zemmour... Vous dites, le titre du livre d'ailleurs, c'est Zemmour, l'anti-républicain. Pourquoi? Alors, Zemmour, comme Jean-Marie ou Marine Le Pen, se nourrissent de nos lâchetés, de nos manques et de nos échecs dans un certain nombre de domaines. Parce que quand on gouverne un pays, il y a toujours forcément des échecs. Et la puissance des populistes, de droite ou de gauche, c'est toujours de décrire la réalité, rarement de proposer des solutions efficaces. Donc d'abord, il se nourrit décrire la réalité de ces échecs. Pour vous, avec justesse? Non. Il a décrit avec justesse. On peut toujours parfois décrire la réalité, ou croire que c'est la réalité. Je vais vous prendre un exemple. Il falsifie la réalité, vous parliez de révision. Par exemple, on peut être inquiet, et il y a un sondage publié, commandé par la LICRA, une grande organisation qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et la seule qui le fait, à mon avis, de manière constante et avec des valeurs de la République. Dans ce sondage, il était dit que les Français croyaient à la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire au fait qu'il y avait de manière méthodique un remplacement de notre population. De même, ces Français se définissaient comme un pays de race blanche. Il n'y a pas de race. Nous le savons bien. Il n'y a qu'une seule condition humaine. Et Zemmour explique ça en disant, mais regardez, il suffit de sortir dans la rue, prendre le métro, la ligne 13 ou une autre à Paris, en région parisienne, pour faire la démonstration au nombre de personnes de couleur, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, que le remplacement est en... Et vous savez, quand vous dites ça, certains vous disent... Même Manuel Valls a fait une remarque quasi identique sur le marché d'Evry, vous vous souvenez? Mais c'était précisément pour dénoncer la concentration sur les blancos, de populations issues de l'immigration, maghrébine ou africaine, en général pauvres, dans les mêmes quartiers.
C'est-à-dire, c'est ce que vous appelez l'apartheid territorial. Mais oui, et donc c'est ça qui ne peut pas marcher. Quand vous concentrez les mêmes populations qui viennent des mêmes pays, qu'on n'arrive pas à assimiler ou intégrer, et qui sont en plus au chômage en très grande difficulté, il ne faut pas s'étonner des effets que cela provoque. Zemmour, une question sur Zemmour, qui se présente de meeting en meeting, d'interview en interview, je le cite, comme juif berbère. Et pourtant, il y a autour de lui, Manuel Valls, des personnages issus de l'ultra-droite identitaire, néo-nazis et antisémites. On peut citer notamment les Zouaves de Paris, qui ont démontré leur violence au cours du meeting de Villepinte contre les militants de SOS Racisme. Il y a aussi donc un groupe dissous d'ailleurs il y a quelques semaines en Conseil des ministres. Il y a aussi le Parti de la France, dont le président Thomas Joly pose sur les réseaux sociaux, arborant un t-shirt à la gloire de Pétain, et dont le secrétaire général Bruno Hiroux apparaît lui aussi sur les réseaux sociaux, vêtu d'un uniforme nazi, posant aussi derrière une bonbonne de Zyklone B. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le dégoût. Mais c'est bien la démonstration de ce qu'est Zemmour. Je reviens à ce que vous disiez, la falsification de l'histoire, ou plutôt à la question que vous me posiez, la falsification de l'histoire. Mais il ne s'agit pas de polémiquer sur l'histoire ou d'avoir un débat sur l'interprétation de l'histoire. Quand on explique que Dreyfus est coupable, en tout cas il ne serait pas innocent, et que Pétain et De Gaulle c'est la même chose, et qu'on réhabilite au fond Pétain parce que lui aurait sauvé les juifs français au détriment des juifs étrangers, au fond, c'est là où il est anti-républicain. Il prend le mouvement anti-Dreyfusard et le pétainisme, qui est une revanche sur la victoire des Dreyfusards, c'est-à-dire de Clémenceau, de Péguy, de Lazare et de Jaurès et bien sûr d'Émile Zola. Pétain, c'est la revanche. Bien sûr, c'est la réaction à la défaite, mais c'est la revanche des Dreyfusards. Ouais. C'est la revanche des anti-Dreyfusards sur les Dreyfusards. Donc c'est ce même mouvement. Donc il ne faut pas et donc il ne faut pas s'étonner qu'on trouve autour de lui les militants de l'Action française, c'est-à-dire ce mouvement dont il s'inspire, celui de Maurras profondément. Et donc le Parti de la France, du Parti de la France, comme de génération identitaire, qu'Éric Zemmour avait défendu lors de la dissolution. L'anti-juif Hervé Ryssen, qu'il soutient, malgré son qui a été en prison pour antisémitisme. Mais oui, considérant, je le cite, que lorsqu'un juif ne tient pas le discours dominant, alors il n'est pas juif. C'est ce que dit Ryssen, y compris à propos de Zemmour. Donc Zemmour n'est pas juif. Le youtubeur masculiniste Papacito, qui le voit comme une bouffée d'oxygène énorme. Donc il y a une désinhibition. On fait rentrer, comme on disait, la bête immonde dans ce cercle. Et bien sûr. Et c'est Zemmour qui fait rentrer la bête immonde ? Ah bah oui, forcément. Ils sont là dans ces meetings. Vous parliez de Bruno Hiroux du Parti de la France, un proche de Yvan Benedetti, l'œuvre française que j'ai fait dissoudre quand j'étais ministre de l'Intérieur. J'ai dû être protégé en Espagne notamment et en France à cause de ces menaces. Donc là, on fait tomber toute une série de frontières. De frontières et de tabous. Et de tabous politiques et moraux, et ça me paraît extrêmement dangereux. Donc oui, il y a un recyclage. Et quelle est la force, au fond, d'Éric Zemmour ? C'est comme lui ne s'appelle pas Le Pen, comme il ne vient pas du parti Front National, dont les origines sont à la fois collaborationnistes, vichistes et OAS au moment de la guerre d'Algérie, comme il ne porte pas ce patronyme... Comme il est juif, c'est ça que vous voulez dire ? Et d'une certaine manière, il en joue, bien évidemment. Il joue sur tous ces éléments-là pour dire, moi je suis, malgré un discours extrêmement radical, raciste et xénophobe, condamné pour cela, je joue, moi, le rassemblement de ce qu'il appelle les droites, et moi, je peux opérer ce rassemblement que Marine Le Pen ne peut pas opérer à cause ça veut dire que Zemmour, il est devenu le faire-valoir, la Libye, la caution des antisémites et des racistes ? Oui, mais il faut voir plus loin. Ouais. C'est-à-dire que la dynamique qu'il est en train de créer depuis plusieurs mois, plus le score qui reste élevé de Marine Le Pen, additionne un niveau d'extrême droite que nous n'avons jamais eu. Dans l'histoire, nous avons toujours eu des courants très puissants, depuis la guerre, déclinistes et d'extrême droite, y compris entre les deux guerres. Mais il n'y a jamais eu, jusqu'au début des années 80, un parti d'extrême droite aussi puissant. Mais aujourd'hui, depuis 150 ans, nous sommes dans les intentions électorales, au premier tour d'une élection présidentielle, à plus de 30%, un potentiel de plus de 30%. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France, d'ailleurs ? Et l'une des conséquences, c'est que Éric Zemmour est en train de
faire passer Marine Le Pen comme une modérée, comme si elle s'était recentrée. Alors justement. Les attaques d'ailleurs viennent du Front National. C'est Marine Le Pen qui dit Zemmour est entouré de nazis. Hein. Oui, et M. Chatillon, il est où? Voilà, M. Chatillon qui est toujours proche M. Soral et M. Dieudonné qui ont voulu créer un parti sous l'égide de Jean-Marie Le Pen il y a peu, ils sont où? Enfin, on va pas nous faire croire cela. Alors Marine Le Pen, justement. Donc, on voit bien qu'on est dans une opération où d'ailleurs les gens perdent un peu les repères quant au mot, mais ce national-populisme, cette extrême droite française, qui, je le répète, n'a rien à voir avec la droite, prospère aujourd'hui. National-populisme, vous mettez dedans à la fois Zemmour et Le Pen. Bien sûr, et je, avec sans doute des électorats différents et des histoires différentes, mais je me faisais hier la remarque, sans bien sûr critiquer vos confrères, parce que c'est ainsi, on est dans une campagne électorale, mais nous avons eu 5 heures de meeting. 5 heures de meeting d'extrême droite ou de droite extrême ou national-populisme, mais avec une puissance. C'est pour ça. À la télévision, vous parlez des chaînes info qui ont diffusé des meetings d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Elles ont fait leur métier. Mais c'est pour ça qu'il y a un danger, parce que quel que soit le résultat final de l'élection présidentielle, et une victoire d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse, mais tout est possible par ailleurs. Je vois des gens qui disent « Oh, vous vous rendez compte, Marine Le Pen... Elle ne ferait que 44-45%. Alors justement, attendez, vous parlez d'hier, ces 2 meetings à distance. Qu'est-ce que vous a inspiré ce duel à distance Zemmour-Marine Le Pen? Marine Le Pen qui a joué la carte de l'émotion, en parlant de sa famille, elle dit un peu particulière, des obstacles qu'elle dit avoir rencontrés tout au long de sa vie. Est-ce que vous avez été sensible à cette argumentation? C'est pas une question de sensibilité, la force d'une campagne électorale. Au moment d'une campagne électorale, la force des candidats, c'est de faire passer des émotions. Oui, et alors elle a réussi là? Des sensibilités. À sa manière, sans doute. Mais c'est ça, parce que on est dans une campagne d'émotion, de provocation, d'abaissement parfois du débat. Mais le débat, on voit bien, se concentre autour de ces deux... Autour de l'extrême droite, hein. Autour de l'extrême droite, autour de ces 2 personnalités. Mais ce que je veux dire, et ça me paraît le plus important, et s'il y a un message qui doit sortir de notre entretien, c'est celui-ci. Je le dis à tous les républicains, de droite et de gauche. Vous vous rendez compte que l'extrême droite peut être au-dessus de 30% au premier tour. Elle peut atteindre, selon les enquêtes d'opinion, 45% au second tour. Je le disais dans un livre précédent, l'extrême droite peut gagner une élection présidentielle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Et donc... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça a la puissance à la fois de ces candidatures et de leurs idées quand on regarde tous les sondages. Donc, les 3 choses que je veux dire. 1, la majorité ne doit pas jouer, ne doit pas espérer une élection facile parce qu'il y aurait l'extrême droite au second tour. On va faire la traduction de ce que vous dites. Ne doit pas espérer un second tour Emmanuel Macron contre Zemmour ou Le Pen. Exactement. Vous préféreriez un second tour Macron-Pécresse? Pour mon pays, évidemment. Deuxièmement... Mais dites-le dans vos mots. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Je m'exprime comme je l'entends. Mon espoir, mon souhait, mais très, très personnel, c'est que le second tour oppose Emmanuel Macron à Valérie Pécresse. Ça serait républicain, c'est ça que vous voulez dire? Mais oui, mais donc, du coup, il ne peut pas y avoir la moindre stratégie basée sur cet espoir, parce que cela transforme le bloc réactionnaire, le bloc national populiste, de facto dans la seule alternative. Parce que vous dites Zemmour, Le Pen, c'est pareil, c'est ça que vous dites. Mais de toute façon, ils s'additionneront au second tour. Mais les Républicains, je parle là en l'occurrence de la droite et de Valérie Pécresse, doivent dire clairement maintenir ce cordon sanitaire, ce fossé entre la droite et l'extrême droite, entre la droite et le national-populisme. Il ne peut pas y avoir la moindre complaisance. Et c'est pour ça que vous appelez à une union nationale contre Zemmour et contre Le Pen. Oui, et vous dites que c'est l'enjeu de la présidentielle. Non pas pour uniquement rejeter l'extrême droite, mais pour régler les problèmes du pays. Non pas pour être dans un seul gouvernement, une seule majorité, ça ne marche pas, il faut une démocratie, mais pour régler la question des retraites, les investissements puissants dans le nucléaire et le renouvellement de nos centrales nucléaires et la création de nouvelles centrales nucléaires, pour traiter la question de l'immigration, de l'avenir de l'Europe ou de la rénovation de notre système scolaire, nous avons besoin, pendant une durée, ça peut être 2 ans ou le temps d'un quinquennat, de grands accords entre majorité et opposition, avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les élus locaux, pour régler ces problèmes-là. Ça veut dire une coalition comme en Allemagne ?
Non, pas dans un même parti ou dans une même majorité. Mais à l'Assemblée nationale, mais il peut y avoir des accords et aussi avec les partenaires sociaux. Comme ça s'est fait sous Rocard entre 88 et ça 92. peut se faire comme ça pour régler les problèmes de fond, pas uniquement pour combattre l'extrême droite, mais pour régler les problèmes du pays. Les problèmes alors, de fond. Quand on lit votre livre et quand on entend, on écoute, on lit vos dernières déclarations, on ne comprend plus très bien si pour vous l'immigration est une chance pour la France ou pas. Je vous cite, c'était sur Europe 1, je crois, fin décembre, 19 décembre. Il faut appuyer sur le bouton stop et faire une pause, interdire le regroupement familial et notamment les mariages. Donc, vous disiez ça sur Europe. Des déclarations qui ont fait dire à vos détracteurs que vous n'êtes pas si loin que moi en matière d'immigration. Est-ce que c'est le cas? Quand je parlais d'insécurité, vous le citiez tout à l'heure, on faisait le même reproche. L'immigration a été, reste, dans bien des domaines, une chance pour la France. Bernard Stasi, 1980. Oui, mais moi, je suis né en Espagne, je suis naturalisé, et la France est un pays extraordinaire qui peut donner à un fils d'Espagnol la possibilité de devenir député, maire, ministre ou chef de gouvernement. On trouvera bien des exemples dans la vie économique, dans la vie culturelle ou dans le sport pour aller dans ce sens. Mais on voit bien, mais on doit se poser une autre question. A-t-on besoin aujourd'hui d'immigration? Alors? Et moi, je dis non. Non, je dis non. Faut dire stop. D'abord, bien sûr. Et donc, l'immigration du travail, aujourd'hui, a baissé. Si on a besoin, dans un certain nombre de secteurs, la restauration, les travaux publics, l'informatique... Il faut des quotas? Il faut des quotas. Donc, ça veut dire qu'il faut des modifications constitutionnelles. Julien Drey, Malek Bouti, moi-même, nous proposons depuis des années. Avons-nous besoin d'étudiants étrangers? Oui. Parce que le rôle de la France, c'est de former les élites du monde. Et donc ça, c'est une bonne chose. L'asile doit être préservé, bien évidemment. Mais pour préserver ce droit d'asile, il y a 20 000, 30 000 personnes qui sont protégées tous les ans grâce à la France. Ça veut dire que le député du droit d'asile doit être renvoyé chez eux, doit être reconduit à la frontière. Sinon, on tue même. Ce que personne n'est arrivé à faire, pas vous ni les autres. Exactement, vous avez raison. C'est ce sentiment d'impuissance pour les déboutés du droit d'asile ou pour ceux qui sont rentrés illégalement de manière irrégulière sur notre sol, c'est ce sentiment d'impuissance qui nourrit la force des discours de Le Pen ou de Zemmour. On poursuit l'actualité. Non, pardon. Et là, ça veut dire que il faudra une réforme profonde de Schengen et notamment, c'est au niveau des frontières de l'Union européenne qu'il faut empêcher l'immigration clandestine de rentrer dans notre pays. En tout cas, Éric Zemmour serait selon vous le symptôme de l'aveuglement de la gauche. Et vous stigmatisez la France insoumise encore récemment par rapport à la réaction de ses leaders sur la situation à Roubaix après le reportage de M6. Est-ce à dire que pour vous, les idées de Jean-Luc Mélenchon seraient aussi dangereuses que celles de l'extrême droite, de Zemmour ou Le Pen? Mais moi, vous savez, oui, bien sûr, parce que... Bien sûr quoi? Bien sûr qu'elles sont aussi dangereuses. Les idées de Mélenchon. Les parcours sont différents, les philosophies ne sont pas les mêmes, mais moi j'ai fait mienne depuis longtemps la thèse de Gilles Clavreul et de Laurent Bouvet, c'est-à-dire de la tenaille identitaire où les radicalités, mais ça n'existe pas qu'en France, ces extrêmes, là Éric Zemmour et Le Pen du côté de l'extrême droite, là Mélenchon ou Assad Traoré, cette égérie qui nous explique que la France, sa police, sa justice, son État sont racistes, se rejoignent, se nourrissent l'une de l'autre. Quant à la France insoumise, quant à cette gauche extrême, au fond, critiquant un reportage remarquablement bien fait, d'ailleurs, extrêmement équilibré, de Zone Interdite, de M6, très très bien fait, qui évidemment disait ces problèmes-là ne sont pas tous ceux de la ville de Roubaix, évidemment ne confondant pas l'ensemble des musulmans avec ces pratiques islamistes, avec cet islam radical, mais sous couvert de critiquer ce reportage de Zone Interdite, au fond, c'est une attaque d'une très grande violence qui vise tout simplement à faire passer les attaques de la France insoumise. Oui, mais avec un but. Notamment David Guiraud. Mais qui est un but électoral. But électoral, c'est-à-dire comme ce qui a été fait contre vous à Ivry. Mais c'est l'islamo-gauchisme. C'est la définition la plus claire de ce qu'est l'islamo-gauchisme. C'est quoi votre définition de l'alliance entre une partie de la gauche et des islamistes contre la République. La France insoumise, c'est ça? Écoutez, vous pouvez pas avoir, je sais pas comment s'appelle cette personne, vous m'avez dit... David Guiraud, il me semble. David Guiraud, qui sera candidat là-bas, et qui aujourd'hui organise dans quelques jours une manifestation dans cette ville pour expliquer la stratégie médiatique ou l'extrême droitisation des médias. Ça veut dire que quoi? Que Zone Interdite, c'est un reportage d'extrême droite, et donc ça veut dire qu'on justifie les menaces contre les journalistes. Alors, Frédéric Aziza, vous le savez bien, on a tué dans ce pays des journalistes
des dessinateurs parce qu'ils s'exprimaient librement. Et donc, on vous a ciblé parce que vous avez attaqué et vous avez dénoncé Soral et Dieudonné. Il y a des journalistes qui sont aujourd'hui protégés. Il y a des journalistes dans des salles de rédaction qui ont peur. Donc on veut empêcher de faire. Et vous dites c'est Mélenchon qui va empêcher ? Non, mais il y a une complicité de fait. Alors, vous avez souvent dit, il nous reste peu de temps, il y a beaucoup de questions. Vous avez souvent dit que cette proximité entre une partie de la gauche et l'islam politique, l'islamo-gauchisme dont vous venez de parler, ont également favorisé la montée de l'antisémitisme. Vous avez été l'un des rares, d'ailleurs, dans votre corps, vous en émouvoir. Est-ce que c'est toujours un constat que vous faites aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et on l'a vu dès le début des années 2000, au moment de la deuxième intifada, le nouvel antisémitisme, appelons-le comme ça, qui naît notamment, qui part des quartiers populaires, dans des populations de culture arabo-musulmane, sur fond de quoi ? De haine de juifs, de haine d'Israël. L'antisionisme n'étant que d'ailleurs un nouvel avatar de l'antisémitisme. C'est tout cela qui aujourd'hui... Et il y a une partie de la gauche qui considérant que les musulmans sont un collectif informe, et erreur, d'ailleurs c'est la même thèse que les djihadistes, que l'islam politique, représente le nouveau prolétariat, et que ce nouveau prolétariat, d'une certaine manière, ne se trompe sur rien. Alors, et donc du coup on leur passe tout. D'où les attitudes complices d'un Edoui Plenel, d'un Pascal Boniface et d'autres après les attentats de Charlie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est bien, on cherche des Plenel, excuses. Boniface. On cherche des excuses. Ouais. On fait des tribunes ensemble, on est avec Tariq Ramadan, les frères Kouachi, il faut comprendre ce qu'il y avait derrière. C'est insupportable. C'est pour ça que j'avais évoqué, vous avez failli le dire il y a un instant, les gauches irréconciliables, et c'est pour ça qu'on ne peut rien faire avec cette gauche qui d'ailleurs est totalement éloignée de ce que sont les valeurs de la gauche. 5 minutes, plein de questions. Dans le JDD d'aujourd'hui, vous critiquez l'indulgence dont bénéficierait Christiane Taubira alors qu'elle est, selon vous, l'incarnation du wokisme. Vous mettez aussi en cause ses ambiguïtés en ce qui concerne ses choix politiques vis-à-vis des printemps républicains, vis-à-vis de la laïcité, et vous écrivez, avec Christiane Taubira, la gauche désespérée fait le choix de la gauche désespérante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Et après, on va parler très rapidement aussi du Parti socialiste. C'est une candidature de plus dont l'opération, d'ailleurs, on le voit bien, est de déstabiliser une campagne déjà en très grande difficulté, celle d'Anne Hidalgo, mais à travers la personnalité de Christiane Taubira, qui est bien sympathique dans d'autres domaines, mais qui, dans tous ses choix, refuse de voter la loi interdisant les signes ostentatoires à l'école, refuse de voter évidemment l'interdiction du voile intégral, dit que Assa Traoré, cette égérie que j'évoquais il y a un instant, est une chance pour la France, etc., etc. Une candidate dangereuse pour la démocratie ? Non, elle n'est pas dangereuse d'ailleurs, on voit bien, mais c'est un élément de plus de la décomposition partisane et culturelle de la gauche. Alors justement, décomposition... Ça en est du coup désespérant. Elle participe à la décomposition partisane et culturelle de la gauche. Anne Hidalgo à 3% dans les sondages. Fabien Roussel à 3 ou 3,5% dans les sondages. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Ça vous fait de la peine ou vous dites, de toute façon, c'était prévu ? Le Parti socialiste. C'est triste pour le militant que je suis, qui était dirigeant du Parti socialiste et qui a été chef de la majorité quand j'étais à Matignon. Oui, bien sûr. C'est triste et même c'est grave. Parce que la France a besoin de la gauche. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. Au fond, dans un monde instable, alors qu'il y a un retour, il y a une demande forte d'État, de services publics, on l'a vu avec la pandémie, de protection, de santé, d'école, de lutte contre les injustices. Non, mais ce que je veux dire, les idées de gauche, elles sont là. Mais à partir du moment où le Parti socialiste, pour une partie, a renoncé à l'universalisme au profit du communautarisme, ou non seulement à la culture du gouvernement, mais à gouverner, eh bien, alors, il faut pas s'étonner qu'il soit dans cet état. La force de la gauche, c'était qu'elle avait un parti, le Parti socialiste, qui tirait tous les autres, qui le dominait. À partir du moment où l'ordre n'est plus dans la gauche, porté par le Parti socialiste, c'est l'éclatement, c'est la disparition. Et donc, sur ces ruines, il faudra construire un nouvel espace, un nouveau mouvement, un nouveau parti, appelez-le comme on veut, profondément républicain, de gauche, parce que la République, c'est la laïcité, c'est l'égalité, c'est la justice sociale. Fabien Roussel, il mène une meilleure campagne qu'Anne Hidalgo ? Je ne veux pas rentrer dans ces... Et Anne Hidalgo, vous croyez... Est-ce que vous souhaitez qu'elle aille jusqu'au bout ou qu'elle dise j'arrête ? D'abord, elle est déterminée, mais Anne Hidalgo, pour qui j'ai de la sympathie, je le reconnais au moins la volonté d'essayer de sauver ce courant social-démocrate. Elle peut y parvenir. Mais c'est pas l'union pour l'union ou la question des hommes et des femmes n'est toujours pas l'essentiel si derrière on n'a pas tiré les leçons de cette crise politique, culturelle, idéologique
que la gauche, et notamment le PS, connaissent depuis des années. Très rapidement, 3 questions. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix pour la présidentielle? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Je le dirai en moment utile, mais pour le moment, y compris parce que je m'exprime sur d'autres radios ou chaînes de télévision, je garde la distance nécessaire et je verrai si je dois m'exprimer. Mais vous dites pas, pour moi c'est Macron, 50+. Pour moi, l'essentiel, c'est de savoir comment on peut réunir les conditions de cette union sacrée, de ce compromis républicain que nous avons déjà évoqué. Ça veut dire que vous pourriez voter Pécresse? Si elle était opposée à l'extrême droite au second tour, pas au premier. Bien évidemment. Mais non, ce qui m'importe avant tout, c'est comment on sort le pays d'une crise. S'il y a un échec du macronisme, c'est de ne pas avoir réussi à réconcilier les Français avec eux-mêmes. Le pays est toujours très divisé, fracturé. Donc moi, je veux participer à ma manière, et modestement bien évidemment, mais comme acteur politique, à cette réconciliation et à cette union sacrée, à ce compromis républicain. Est-ce que, c'est une question de tambouille électorale, mais quand même, est-ce que vous êtes favorable à la participation d'Emmanuel Macron, quand il sera candidat, à un débat d'avant premier tour entre tous les candidats à la présidentielle? Oui. C'est bien sûr son choix, et je vois bien les inconvénients. Mais je pense que dans une crise démocratique comme nous la connaissons, avec le risque en plus d'une abstention importante à cette élection présidentielle, et je ne parle même pas des élections législatives, avec des Français qui ne sont pas satisfaits de l'offre politique, on a besoin de débats. Alors les débats, d'avant premier tour. Oui, il faut des débats. Avec Emmanuel Macron. Oui, avec Emmanuel Macron. Alors ça peut être tous les candidats, ça avant même qu'il soit proclamé par le Conseil constitutionnel, ça peut être avec quelques candidats. Mais je pense que il faut rentrer dans l'arène. Et par ailleurs, le président de la République a le talent, me semble-t-il, pour y participer, surtout pour ne pas les craindre. 2 dernières questions en 1 minute. Est-ce que vous avez l'impression que les jeux sont déjà faits ou que tout est ouvert, y compris un second tour Zemmour-Le Pen? Tout est ouvert. Y compris un second tour? Non, je n'en sais rien. Non, écoutez, mais tout est ouvert. Tout est ouvert. La présence, bien sûr, du bloc réactionnaire national-populiste au second tour, et même sa victoire, et en tout cas un score tellement énorme qu'il met en cause, qui crée beaucoup de difficultés pour gouverner, quel que soit le président, au cours du prochain quinquennat. Et alors, est-ce qu'il faut expliquer votre retour en France par la volonté de redevenir actif en politique, Manuel Valls, par la volonté de gouverner de nouveau? C'est une phrase que j'ai prononcée. Il y a. Je suis fait pour gouverner, je crois que vous avez dit. Oui, je suis fait pour gouverner, je le dis évidemment. Après la présidentielle, oui. Mais parce qu'il n'y a pas de plus belle vertu que d'être utile. C'est une très belle maxime. Donc vous avez envie de revenir. C'est une très belle maxime dans la mémoire d'Adrien, œuvre magistrale de Marguerite Yourcenar. Moi, je suis fait pour servir, mais je veux le faire en servant mon pays et au nom des valeurs et de cet objectif d'union sacrée que j'évoquais il y a un instant. Pour Emmanuel Macron ou pour Valérie Pécresse? Pour mon pays, pour la France. Pour votre pays, mais donc... Pour mon pays, pour la France, parce que je suis Manuel un Valls, patriote. Ministre, c'est possible. Mais je l'ai déjà été, Frédéric Gagné. Oui, mais c'est possible de nouveau. Premier ministre. Ouais. Mais ça n'est pas le plus important. Mais bon. Le plus important, c'est de sortir de cette crise politique et morale que nous connaissons. Merci en tout cas, Manuel Valls, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.